Bien. D'abord, Monsieur le maire d'Annemasse, Madame la présidente de l'établissement foncier de Haute-Savoie, Madame la présidente de l'association d'études foncières, Madame Sonia Guelton, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous, Mesdames, Messieurs. Et on s'est en fait séparé le travail avec Jean-Marc au sens où lui, il s'est occupé des lettres et moi, je me suis occupé des chiffres. Voilà. Donc, ceux qui aiment les chiffres, les tableaux et les graphiques, bon, éprouveront peut-être de l'intérêt pour ce que je vais vous exposer. Bon, les autres, ça sera peut-être un petit peu ennuyeux, mais ce sera en tout cas complémentaire avec ce qu'a dit Jean-Marc Hoffner. Alors, cette question foncière, avant d'évoquer les utopies, elle est quand même relativement ancienne dans la pensée économique. Et donc, je vais d'abord évoquer quelques précurseurs, dont évidemment Edgar Pisani. Et puis ensuite, j'essaierai, selon le plan qui m'avait été indiqué par le conseil scientifique, essayer de repérer des permanences dans les questions posées. Et puis, avant de vous parler des nouveautés, pourquoi au XXIe siècle, les choses se posent en même temps de la même façon qu'avant, et pourtant il y a quelque chose qui a changé. Et je dirais que ce qui a changé, c'est la dimension de la question foncière, la place que représente la terre dans les patrimoines en valeur, et puis ce qui a changé aussi, et qui est une révolution, c'est la révolution numérique. C'est le fait que maintenant, eh bien, on puisse beaucoup plus mobiliser les chiffres et beaucoup plus tester d'hypothèses scientifiques, et donc, finalement, le progrès de la connaissance sont beaucoup plus rapides. Et on peut répondre, finalement, à des questions qu'on se posait dans le passé. Alors, comme précurseur, je vais simplement vous citer deux personnes au XIXe siècle, d'abord, parce que, alors, dans tout mon exposé, je ne parlerai pas de la terre agricole. Et le premier qui s'occupe, qui se rend compte qu'il se passe quelque chose sur la terre urbaine, c'est un économiste américain qui s'appelle Henry George et qui publie un livre qui s'appelle Progress and Poverty en 1879 et qui rencontre un immense succès, je dirais d'abord aux États-Unis, dans tous les pays anglo-saxons et dans le monde. Donc à l'époque, son livre va être vendu à 2 millions d'exemplaires. Il y avait 1 million d'habitants sur Terre au début du XXe siècle. Donc par rapport au succès du livre de Piketty, qui a fait 3 millions d'exemplaires pour 8 milliards de personnes, en tout cas, c'est un succès de cette nature. Et donc, c'est quoi la thèse d'Henry George ? Eh bien, Henry George, il essaie de faire fortune en fait à San Francisco. En fait, il fait faillite. Et il assiste au fait que les prix du foncier, je dirais, progressent à très vive allure au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux arrivants. C'est le boom de l'or. Et finalement, il y a une paupérisation qui s'installe, alors que les premiers arrivants, eh bien, ils vont bénéficier d'une augmentation fantastique de la rente. Et donc, ce dualisme entre, je dirais, des propriétaires qui s'enrichissent très vite et des locataires, finalement, qui deviennent de plus en plus pauvres et qui sont maintenus pratiquement en termes réels au salaire de subsistance, ça va lui faire naître l'idée que, finalement, la propriété privée de la terre est une des racines de la pauvreté dans un système capitaliste. Il n'est pas pour la propriété publique du capital productif comme Marx, parce qu'il pense que l'entrepreneur apporte, je dirais, est porteur de bienfaits dans une économie capitaliste par l'innovation. En revanche, il pense que la propriété privée du sol, c'est quelque chose de néfaste. Et son projet, c'est un projet uniquement fiscal, c'est le fait de taxer la rente, de taxer les loyers à 100%. Alors son projet rencontre
un grand succès donc aux États-Unis. Et en Angleterre, juste après la guerre, le Parti libéral va faillir remporter les élections. Et dans son programme, il y avait l'idée d'imposer un impôt georgiste, donc de taxer les loyers à 100% en Grande-Bretagne. Donc le propriétaire restait propriétaire, mais en fait le fruit de sa terre était entièrement confisqué. Et donc dans l'esprit d'Henri George, dans l'esprit des libéraux anglais, le produit, la recette de cet impôt venait corriger, venait abonder un fonds pour lutter contre la pauvreté. En même temps, donc Léon Walras, ici, chez nous, Léon Walras est un des héros de la théorie économique néoclassique. Eh bien, Léon Walras, qui est souvent décrit comme un libéral, assiste, lui, aux travaux phénoménaux que réalise le baron Haussmann à Paris, et il se rend compte du fait que il y a aussi une captation de la valeur de la terre par les riches propriétaires parisiens. Il y a une concentration de la propriété de la terre qui survient à ce moment-là. Et la proposition de Walras n'est pas une proposition de taxe, c'est une proposition de nationalisation du sol, donc à la fois du sol agricole et du sol urbain, et qui sera après alloué à celui qui, par un système d'enchères, à celui qui sera prêt à allouer pour la location des baux amphithéotiques, à celui qui sera prêt à en payer le prix ou le loyer le plus élevé. Donc cette solution de Walras ne rencontre pas à l'époque, dans un pays de la petite propriété, un grand succès, mais je dirais que ces deux pôles, taxation ou aller vers une propriété publique, ça reste finalement les deux solutions essentielles. Alors on peut les combiner, avoir des modalités beaucoup plus complexes, mais quand on regarde par exemple l'exemple de Singapour, quand il est devenu indépendant, vers les années 70, qu'est-ce qu'il a fait? L'État de singapourien a décidé de nationaliser progressivement, de racheter à bas prix les terrains sur la ville de Singapour, qui maintenant appartiennent à 75% à l'État singapourien. Et donc, si vous voulez, pour résider à Singapour, eh bien, c'est très difficile de devenir un véritable propriétaire de la terre. En fait, vous payez un loyer à l'État singapourien. Donc, cette solution walrasienne est en place, et alors que la solution georgienne, elle a eu beaucoup de mal à finalement trouver une traduction concrète. Alors, au XXe siècle, vous connaissez donc à droite Edgar Pisani, mais je voulais vous parler juste d'un moment de Maurice Allais. Maurice Allais a eu le prix Nobel d'économie. Ça a été le deuxième Français à avoir économiste à avoir le prix Nobel. Et donc Maurice Allais poursuit en fait les travaux de Walras, mais il s'intéresse lui beaucoup à la dynamique. Il s'intéresse beaucoup au taux d'intérêt, et il a fait cette prévision que les taux d'intérêt, alors je ne parle pas des taux d'intérêt nominaux, je parle des taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt réels vont converger, d'après lui, vers zéro. Donc on va converger vers des taux nuls, parce que les taux d'intérêt sont liés, montre-t-il, à la croissance démographique et au progrès technique. Et sur le long terme, la croissance démographique va être nulle, et sur le long terme, le progrès technique va être nul. Donc on va arriver vers une civilisation stationnaire. Et donc, au Mont Pèlerin, donc tout près, en face, à Montreux, il y a la première, en 1947, la première réunion des libéraux et des économistes libéraux, avec Hayek. Hayek est le maître d'œuvre de cette conférence. Et le premier article que cette société des libertariens mondiaux que propose Hayek, c'est de dire que tout le monde est d'accord, évidemment, pour la propriété privée. Et Allais lève sa main, se lève et dit « Je ne suis pas d'accord. Je pense que la propriété du sol doit être publique parce qu'à long terme, le taux d'intérêt sera nul et
le prix d'un actif, lorsque le taux d'intérêt est nul, il tend vers l'infini, et donc ça amènera à une valeur infinie du sol, et donc ça sera invivable sur le plan distributif entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Et donc je trouve que c'est une prescience, une préfiguration de ce qui s'est passé 70 ans avant. C'est pour ça que je suis heureux de rendre hommage à Maurice Allais sur cette question. Alors maintenant, Edgard Pisani, il en a déjà été question, monsieur le maire d'Annemasse, et donc je voulais simplement dire que quand on regarde, quand on lit aujourd'hui le livre d'Edgard Pisani, eh bien, c'est un livre où en fait il y a les deux solutions qui sont plus ou moins présentes à des doses, je dirais, pas à des doses absolues. C'est un peu comme des médicaments, ils sont prescrits à petite dose, mais Edgard Pisani est aussi pour, quelque part, et j'ai aussi une citation qui ne recoupe pas les citations précédentes, donc j'en suis heureux parce que vous allez pouvoir avoir pratiquement l'ensemble du livre. Si tout le monde fait une citation des 74 intervenants, il y a une petite chance pour qu'on couvre une grande partie du livre. Mais donc, je ne vais pas la lire là, mais vous pouvez la... simplement, Edgard Pisani se dit que le droit de propriété privée, tel qu'il a été reconnu par la Constitution française, par la Déclaration des droits de l'homme, comme droit sacré et inviolable, eh bien, va trop loin vers l'intérêt privé et qu'il faudrait avoir un balancement plus équilibré entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Et donc cette discussion, en fait, elle a lieu depuis saint Thomas d'Aquin, dans toute la pensée occidentale, de savoir où placer le bon curseur. Et donc, Edgard Pisani pense, d'une part, qu'il faut placer plus le curseur vers l'utilité publique, et puis j'aurai l'occasion de le dire par la suite, ça sera une de mes dernières salles, je vais reciter une autre citation d'Edgard Pisani, où il propose d'instaurer un impôt foncier. Alors, voilà pour les grands précurseurs. Maintenant, je vais vous parler un peu d'un certain nombre d'éléments permanents qui me semblent exister, qui me semblent, je dirais, correspondre au fonctionnement d'une économie de marché lorsque le sol est à très grande partie propriété privée. Alors, tous les chiffres que je vais tirer la plupart proviennent de travaux que j'ai faits avec Étienne Vasmer ou Guillaume Chapelle. Alors, le premier élément qui me semble important, c'est qu'il faut toujours penser, lorsqu'on regarde les loyers, lorsqu'on regarde les rentes, penser en termes de rente différentielle. Donc, une rente par rapport à la terre agricole, si on veut analyser ce qui se passe pour la terre urbaine. J'évoquerai également le lien entre la rente foncière et la distance au centre. C'est le fait qu'il y a toujours une relation, c'est-à-dire qu'en général, eh bien, plus on est proche du centre, plus la densité est forte, plus les effets d'agglomération sont forts, plus les aménités publiques ou privées sont importantes, et plus c'est désirable d'habiter au centre. Et donc, la localisation, quand on parle du foncier dans la zone urbaine, en fait, c'est une parcelle qui vous donne accès, 1 mètre carré, qui vous donne accès à des aménités qui sont dans le voisinage. Et donc, ce qui compte, c'est la localisation. Donc, c'est 1 mètre carré vous donne, c'est un XY sur le plan géographique, et on pourrait même ajouter la dimension verticale. Ça vous donne droit à accès à des aménités, et c'est ça qui fait le prix du foncier dans la ville. Et puis, ça, c'est pour expliquer ce qui se passe, je dirais, en intraville, et puis en interville, eh bien, il y a une relation entre la taille des villes et le coût du logement. Alors, cette rente différentielle, ici, vous avez un petit graphique où vous avez la distance au centre. Donc en 0, vous êtes au centre, vous êtes à Notre-Dame, si vous voulez, ou vous êtes ici. Alors je ne sais pas quel est le centre ici. Est-ce que c'est ce palais, le palais des Lumières? Si on reconnaît que c'est le palais des Lumières, bien voilà, c'est le palais des Lumières. Et plus on s'éloigne du palais des Lumières, et moins c'est intéressant, moins les aménités sont grandes. Il y a un coût de transport pour se déplacer. Et donc vous avez cette courbe décroissante en fonction de la distance.
Et donc la rente foncière, donc le loyer que vous êtes prêt à payer, eh bien c'est d'une part, vous avez une différence par rapport à la rente agricole, c'est-à-dire au loyer du sol, qui est, j'ai malheureusement pas ici de pointeur, mais vous avez ici la première, disons, lorsque vous êtes loin d'Évian, vers les Alpes, eh bien c'est la valeur agricole, vous payez le loyer agricole. Quand vous vous rapprochez, il y a un petit peu de périurbain, qui ne doit pas être énorme sur Évian, et ensuite vous avez deux valeurs, vous avez la valeur actuelle de localisation qui progresse au fur et à mesure que vous vous rapprochez du Palais des Lumières, et puis ensuite vous avez la valeur future de localisation, parce que la terre, c'est une valeur de réserve, donc ça ne sera pas détruit, et donc il y a, quelle est l'anticipation que vous faites sur la valeur des terrains à Évian dans 20 ans? Généralement, là, il y a à peu près 18 ans, tous les terrains et les bâtiments tournent à peu près sur une période de 18 ans. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, justement, il y a deux éléments qui sont importants ici, c'est quelle est la différence entre la rente agricole et la rente en ville. Donc, il y a un saut. Alors, ça peut être très, très brutal, ou bien ça peut être légèrement, s'il y a du périurbain, ça peut être quelque part un petit peu plus... un peu moins prononcé et avec une pente un peu plus douce, eh bien, donc, lorsqu'on regarde les chiffres du ministère de l'Agriculture, on a pour le prix du labourage et du pâturage 0,6 € du mètre carré. Là, je prends en mètre carré, non pas en hectare, parce que ça me semble, disons, une mesure de la quantité de terre en ville. Et selon le ministère de l'Agriculture, le prix auquel se négocie une terre agricole en T-1 qui devient constructible en T, c'est entre 15 et 18 €. Et donc, ça veut dire que vous avez une multiplication simplement du fait du changement de statut par un facteur 25 ou 30. Ensuite, vous avez la viabilisation du terrain, et vous passez donc d'un terrain qui est de 15, s'il a été acheté 15-18, vous avez à peu près, vous rajoutez 12-15 € du mètre carré. Ce qui veut dire que, c'est un chiffre juste moyen sur l'ensemble de la France, donc ça, il y a évidemment beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de disparités, etc. Mais enfin, c'est important d'avoir en tête que 60% de la différence vient de la marge du vendeur de terrain et 40% vient du coût de la viabilisation du terrain. Donc, c'est ça qui explique, je dirais, la marche quand on passe du terrain agricole à du terrain urbain. Ensuite, alors, comme je l'ai dit, pourquoi une telle différence? Eh bien, en zone urbaine, on paye une localisation qui rend l'accès plus aisé à des aménités publiques ou privées, aménités publiques comme ce bâtiment, mais aussi aménités privées, l'accès au commerce, etc. Et dans un régime de propriété privée, la terre, globalement, si on réfléchit, elle est allouée finalement au plus offrant. C'est comme s'il y avait un système d'enchères. Ce n'est pas vraiment un système d'enchères parce que c'est un système à chaque fois de gré à gré, mais si on veut, je dirais, si on prend une période de temps qui est au-delà de celle de la transaction, c'est grosso modo, c'est bien approximé, si vous voulez, par un système d'enchères. Et donc ce sont les plus aisés qui choisissent les localisations les plus agréables dans un système marchand, dans un système capitaliste. Alors, juste ici, pour voir si cette donnée, quelque part, une illustration numérique, là, vous avez en orange, vous avez la distance, vous avez l'ensemble de l'aire urbaine de Paris, ça fait 13 millions d'habitants, l'AAU de Paris, et vous avez la valeur du montant des loyers. Donc plus c'est rouge et plus c'est cher. Et sur le graphique de droite, vous avez une relation entre la distance à Notre-Dame, et donc ça va jusqu'à 100 km, parce que l'AAU de Paris, l'aire urbaine de Paris, a
il y a un diamètre qui va jusqu'à 100 km, il y a un rayon qui va jusqu'à 100 km, et vous avez en abscisse le logarithme du prix. Alors, vous savez que le logarithme, c'est quelque chose qui écrase les prix. Et donc, quand on fait cette relation, quand on regarde, vous avez ici, chaque point correspond à une centaine de transactions en termes sur le marché locatif, eh bien, vous obtenez une relation qui est linéaire sur une grande partie de l'ensemble des distances au centre, avec, je dirais, une pente beaucoup plus forte quand on est vraiment tout près, lorsqu'on est à quelques kilomètres de Notre-Dame. Mais donc vous voyez bien cette relation, hein, là c'est une juste illustration du graphique précédent. Si vous regardez la grande ville de la région Rhône-Alpes, voilà. Donc si vous faites la même chose pour Lyon, donc l'aire urbaine de Lyon qui comprend 2,5 millions d'habitants, toujours le même principe, plus c'est rouge, plus les loyers sont élevés. Et à droite, vous avez toujours la même relation. Là, c'est jusqu'à 50 km, je ne sais pas si c'est de Fourvière ou bien de la place Bellecour, peut-être la place Bellecour. Eh bien, à 50 km de la place Bellecour, vous voyez que vous avez également cette relation décroissante par rapport au centre. Alors, les coûts d'agglomération, ça c'est maintenant lorsqu'on regarde ce qui se passe lorsqu'une ville grandit. Donc là, c'est une relation dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 3 auteurs qui ont estimé le lien entre la taille de la ville et le prix des terrains à long terme. Et ils trouvent qu'une croissance de 1% de la population est associée à une augmentation de 0,2% des prix, sans étalement urbain. Donc s'il n'y a pas d'étalement urbain, eh bien, vous avez cette relation. Donc 1% de croissance de la population, ça vous donne 0,2% de croissance des prix. Et si l'étalement urbain est possible, donc j'ai compris que c'était du passé et qu'il n'y aurait plus d'avenir avec l'exposé de Jean-Marc, mais lorsque l'étalement urbain est possible, eh bien, le coût est réduit. Et donc 1% d'augmentation de la population ne se traduit que par 0,1% d'augmentation du prix des terrains. Donc c'est vous dire qu'on va évidemment parler du ZAN, et donc il y a, je livre à l'ensemble de l'assistance ce résultat. Donc ici vous avez donc comment les loyers s'étagent lorsque l'agglomération augmente de taille, hein, et donc là vous avez aussi le logarithme du loyer, mais en abscisse, c'est la taille de l'agglomération. Donc, tout en haut, vous avez Paris. Après, vous avez Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse. Et donc, vous voyez que vous avez aussi, soit pour les loyers, soit pour les prix, une relation croissante entre la taille de la population de l'agglomération et les loyers au mètre carré, évidemment. Tout ça, il s'agit évidemment de loyers au mètre carré. Donc ça vérifie, si vous voulez, ce qu'ont trouvé les 3 autres auteurs dont j'ai parlé. Donc voilà, j'ai fini par traiter de ce qui me semblait être les permanences, les constantes. Alors, ce n'est pas forcément des constantes, mais en tout cas, ce sont des permanences. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui ne seront pas changées dans une économie de marché, quoi qu'on fasse. Et maintenant, je vais vous parler des nouveautés depuis... qu'est-ce qui s'est passé depuis 1995? Alors, il y a effectivement, premièrement, le bond de la valeur du sol dans la valeur du logement et dans le patrimoine. C'est un phénomène commun à beaucoup de pays, donc il ne faut pas croire que c'est uniquement un phénomène français. Donc ça veut dire que les solutions, ça pourrait être intéressant de regarder quelles ont été les solutions adoptées ailleurs, ou les échecs qui ont été connus ailleurs, pour, quelque part, en tirer parti. Alors, il y a, à part le phénomène d'un phénomène historique d'un retour à un équilibre ancien, il y a, à mon avis, trois causes. Il y a l'absence de gains de productivité dans le secteur du bâtiment. C'est un point nouveau qui n'était pas, par exemple, présent dans le livre que j'ai écrit avec Kenneth Wasmer. Il y a les facteurs financiers et puis des facteurs de régulation croissants.
Alors, donc, la part des terrains dans la valeur de l'immobilier, eh bien, donc sur la France, vous voyez que vous avez un bond énorme qui a été réalisé entre, donc on est passé de 0,15, 15% à plus de 50%, disons de 1995 à juste avant la grande crise financière, et que finalement, depuis la grande crise financière, on est à peu près, bon, il y a une fluctuation, mais ça semble plutôt quelque chose de plus cyclique. Mais il y a vraiment eu cette hausse brutale. Alors, quand on regarde quels sont les facteurs qui ont pu expliquer cette hausse brutale, on peut se dire, est-ce que, donc, qui concerne le prix de la terre, là, vous avez trois courbes. Vous avez la courbe en jaune, c'est la courbe des coûts l'évolution des coûts de la construction. Et vous voyez que les coûts de la construction, donc, ils ont augmenté, mais beaucoup plus faiblement que la valeur des logements qui est en pointillé et que le prix du sol qui est en très plein noir. Donc, véritablement, vous avez le prix du logement, c'est des prix en construction qui ont évolué d'une façon relativement modérée, alors que le prix du sol, lui, a évolué d'une façon extrêmement brutale. Alors, si on fait donc la moyenne sur 16 pays de l'OCDE, on se rend compte que depuis 1995, la hausse des coûts de construction n'explique qu'un quart de la hausse des prix, 3/4 vient de la prix du foncier. Et avant 1995, c'était différent. La hausse des coûts de construction expliquait 3/4 et la hausse du foncier simplement 1/4. Alors, il y a un premier élément qui vient d'un économiste australien qui s'appelle Job Matson et qui a regardé l'évolution de la productivité, donc l'ensemble des... donc c'est un peu plus général que la productivité du travail, c'est la productivité de l'ensemble des facteurs de production. Donc vous avez en rouge, depuis 1850, l'évolution de la productivité dans le secteur de la construction, toujours sur la moyenne des 16 disons, pays les plus avancés du monde. Et puis en bleu, vous avez la croissance de la productivité. Et vous voyez que vous avez un décrochage aux environs des années 70. Avant, ça évolue à peu près parallèlement. Et après, il y a une stabilité, il y a une stagnation de la productivité dans le secteur du logement et de la construction. Donc, c'est une interrogation. Je ne sais pas si s'il y a un certain nombre parmi les 75 intervenants veulent en parler, mais il me semble que c'est une des données du problème. Ensuite, je vous ai parlé du foncier. En fait, il y a deux approches qu'on peut avoir sur l'évolution du prix du foncier. Il y a l'approche de la valeur sous-jacente du sol sur lequel est construit des bâtiments. C'est la réplique c'est ce qui est fait dans le graphique de gauche, que j'ai déjà présenté. Et après, il y a regarder l'évolution du prix des terrains, de l'achat de terrain. Comment a-t-il évolué? Ça, c'est le graphique de droite. Et sur le graphique de droite, alors il y a on l'a fait à deux échelons d'espace. La courbe la plus basse, la courbe rouge, c'est sur les communes. Et la courbe donc bleue, c'est au niveau des sections cadastrales, qui est plus faible. Et donc, il y a deux leçons qu'on peut tirer du graphique de droite. La première leçon, c'est que, on arrive pratiquement à un indice, une multiplication par 3 depuis 1995 sur l'évolution du prix des terrains à bâtir, sur les transactions, qui est exactement le facteur 3 ou 3,5 qu'on obtient lorsqu'on garde le coût de la valeur du terrain sous-jacent, qui n'a pas fait d'échange en tant que tel, parce que c'est un terrain qui était déjà construit. Donc, on arrive à peu près au même niveau, mais ce n'est pas la même dynamique. Ce n'est pas la même dynamique. Vous avez donc cette augmentation très brutale sur le terrain sous-jacent entre 1995 et 2005, et puis après, quelque chose qui s'aplanit, alors que vous avez une augmentation continue de la valeur des terrains constructibles, donc via le système d'échange, via l'échange. Et donc, là, si vous m'interrogez là-dessus, je ne sais pas, c'est encore quelque chose que nous n'avons pas compris, comment ça s'articule. Alors,
quelles sont les raisons? Deuxième raison, je vous ai déjà cité l'histoire de la productivité du travail qui a stagné dans le secteur de la construction. Les conditions d'emprunt, là vous avez deux graphiques qui, d'une part, vous avez en trait plein noir, vous avez les taux qui sont arrivés donc au niveau de 1% juste avant le Covid. Donc vous avez bien ce mouvement de décroissance des taux d'intérêt réels qu'avait anticipé Maurice Allais. Il y a tout simplement un excédent d'épargne dans le monde et je pense que c'est pas... Il y a un durcissement, il y a eu effectivement une hausse des taux d'intérêt, mais on va revenir normalement vers cette situation de taux d'intérêt faible. Et puis d'autre part, vous avez l'autre courbe en trait plus léger, qui est tout simplement le nombre de mois, la durée en mois sur les prêts immobiliers. Et donc vous voyez que c'est quelque chose qui est continuellement croissante. Donc on a allongé la durée des prêts, et donc c'est un élément important. Et vous voyez en particulier la très forte croissance de la durée des prêts entre 1995 et 2005. Donc ça, cet élément de l'allongement de la durée des prêts est un facteur distinctif qui a pu expliquer le choc qui s'est passé entre 1995 et 2005. Alors, un petit graphique pour vous dire qu'il y a effectivement, comme vous l'avez tous perçu, une exacerbation du phénomène dans les métropoles. Là, vous avez la comparaison Londres par rapport à l'Angleterre, Paris par rapport à l'ensemble de la France, New York par rapport aux États-Unis et Tokyo par rapport au Japon. Ils sont toujours au-dessus. Et donc, il faut évidemment se demander qu'est-ce qui se passe dans les métropoles. Donc ici, le troisième facteur sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le rôle des régulations. Ça, c'est un travail de Guillaume Chapelle, qui a essayé de voir s'il y avait un choc de la demande, s'il y avait par exemple un choc, tout d'un coup, il y a une arrivée de population dans une métropole, qu'est-ce qui se passe? Quel est le rôle de la régulation qui est propre à chaque métropole, qui est propre à chaque commune, mais aussi à chaque intercommunalité, qui est le propre de la géographie. Et donc en France, il y a deux métropoles pour lesquelles la géographie joue un rôle vraiment important. C'est la métropole d'Aix-Marseille et encore plus la métropole de Nice. Donc, mais sans ça, la régulation joue un rôle. Par exemple, à Bordeaux, il y a eu une très forte hausse des prix. Vous voyez que la régulation, le rôle des régulations est très important. Alors, tout ça pour vous dire que pour penser le XXe siècle, il faut effectivement s'appuyer sur les grands ancêtres. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Étienne Vasmer, en pointant le grand retour de la Terre dans les patrimoines. Je n'ai pas le temps, mais là, on peut voir que sur les gains des patrimoines, c'est la zone en gris, pratiquement chaque année, sauf en 2022, il y aura sans doute en 2023 une baisse de la valeur des terres dans le patrimoine, et sans doute en 2024. Eh bien, c'est les bandeaux gris. Eh bien, c'est dans les patrimoines, ce qui augmente, c'est la valeur des terres. Alors que le patrimoine financier, dont on parle beaucoup, c'est le rouge. Vous voyez que le rouge, ça représente peu. Ce qui représente beaucoup, c'est la terre. Alors, évidemment, la terre est inégalement répartie. Elle est moins inégalement répartie que le patrimoine financier, mais n'empêche que les gains de patrimoine en France, ça a été des gains de valeur foncière. Et au total, la valeur des sols, ça représente plus de 3 fois le PIB. Donc le PIB, c'était 2600 milliards en 2022, et on a une valeur totale de la terre de 8903 milliards, et les terres agricoles représentent 800, tout ça. Donc le gros, c'est les terrains urbains qui représentent 7426 milliards d'euros. Voilà, et je finis en vous disant que qu'est-ce qui singularise le foncier au XXIe siècle, c'est d'abord donc cette énorme augmentation de la valeur des terres dans les patrimoines. Et donc si on a envie de les taxer, eh bien, effectivement, ça veut dire que le rendement de cette taxe sera excellent. Mais aussi, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est la révolution numérique. Et Édouard Pisani a appelé de ses voeux un livre foncier qui permettrait de tenir à jour la liste des propriétés, des propriétaires fonciers, chaque parcelle étant évaluée au prix déclaré par son possesseur ou par un tribunal en cas de contestation. Et il disait que ce prix servirait à asseoir l'impôt foncier annuel. Eh bien, le cadastre, il est numérisé. Le cadastre est numérisé, et là, je reviens d'une conférence à Toulouse où on a utilisé ce cadastre numérisé pour essayer de regarder si la baisse de la TVA de 20 à 5,5
qui a été intervenue dans les US en 2007 avait provoqué, je dirais, un essor des constructions et une hausse des prix. Et donc, ce cadastre numérisé, c'est une richesse. Et donc, ça représente, je dirais, un instrument formidable pour l'évaluation du foncier et donc pour aller vers un impôt foncier. Voilà. Merci beaucoup.